Interview BO par Benoît Basirico. Je suis avec Irène Drézel et Guillaume Niclou pour Mis à mort. Alors Irène Drézel, votre deuxième musique de film après votre César pour À plein temps, et Guillaume Niclou, évidemment une longue filmographie. Et donc pour celui-ci qui est donc très musical, on va en parler. J'imagine que le choix déjà de la techno. Très naturellement, je dirais même instinctivement, le choix s'est tout de suite porté sur Irène parce que j'appréciais sa musique au préalable et vu que le personnage principal était une jeune DJ qui se destinait à la composition, naturellement, ça m'a semblé évident de m'adresser à Irène. Donc, ce que j'espérais, c'est qu'elle accepte surtout parce que je ne voyais pas d'autres personnes qui me semblaient la plus adaptée à m'aider, à accompagner le film dans cette dimension musicale, sans savoir qu'on allait être sur une donnée d'1h53, je sentais bien que la musique allait avoir un rôle prépondérant et qu'elle allait aussi me guider et aménager des moments dans le filmage qui allaient conditionner certains états et certaines actions. Donc il était primordial en effet qu'on travaille très en amont avec Irène pour que je dispose d'éléments musicaux capables d'influer au moment du tournage. Il y a deux types de musique. Il y a la musique du personnage qui est DJ et puis toute la musique qu'on peut dire dramatique, en tout cas qui prolonge les scènes de concert pour aller vers le cauchemar, vers le trauma, l'angoisse. Est-ce que les deux types de musique ont été faites en amont ou alors une en amont pour le DJ et une après sur le montage ? Prioritairement, je crois qu'Irène s'est consacrée d'abord à la musique de Romy, du personnage qui allait jouer son set pendant le film, parce que c'était vraiment l'élément musical dont on avait le plus besoin. Et puis très rapidement, l'aspect environnemental, inquiétant, directement adapté au thriller, s'est développé. Mais on s'est d'abord occupé de ces morceaux-là dont on avait besoin pour le filmage. Irène, alors en général, être compositrice de musique de film, c'est se mettre au service du film, parfois même s'oublier soi-même, être loin de son propre style d'album. Là, puisque le personnage est DJ, vous vous retrouveriez presque dans votre propre rôle ? Là, pour moi, c'était du pain béni. J'ai adoré cette proposition de Guillaume. Oui, alors au début, on a composé, effectivement, je dis on, parce qu'il y a moi et Ciseaux qui est sur scène avec moi, qui est mon percussionniste. On s'est concentré sur ce morceau qui se passe dans le club et qui est le moment où tout bascule dans le film. On s'est concentré sur ce morceau qui allait devenir la base du film. C'est un thriller qui se passe dans une secte, enfin on peut le dire, il y a une histoire de secte là-dessous. On a voulu intégrer le son de la flûte et il y a un sample en fait, il y a un petit son, une mélodie qui revient régulièrement dans tout le film et ça c'est Ciseaux qui l'a trouvé assez rapidement. Et ensuite on l'a développé et le fait d'utiliser la flûte, je trouvais que ça marchait très bien avec cette idée de la secte et on l'a étiré et développé sur tout le film de manière parfois transcendantale, de manière parfois plus techno. On a commencé à composer effectivement avant que le film soit tourné. Sur scénario. Sur scénario, c'est-à-dire sans indication de Guillaume. Donc vous aviez carte blanche en fait d'interpréter le scénario comme vous vouliez ? Non. On avait quand même des mots-clés donnés par Guillaume, quelques intentions évidemment, et puis des discussions. On a reçu aussi des images extraites de la colorimétrie qu'il voulait donner au film. Je savais que ça se passait en plein jour, en plein soleil, donc c'est des éléments hyper importants. Forcément, le physique de Pomme Clémentieff, le physique de Benoît Magimel, ça compte aussi. On se rend compte qu'on a affaire à des acteurs de caractère. Et
Mais le fait de pouvoir démarrer sur scénario, ça offre une grande liberté. Et puis pour Guillaume, je pense que ça lui a donné d'autres idées avant de démarrer son tournage. Alors vous parlez justement d'une lumière ensoleillée, de la plage même. C'est incroyable parce qu'il y a la beauté des paysages justement dans les Canaries et la musique est angoissante, dissonante. C'est que d'emblée, on sait que quelque chose va dérailler. Cette idée du contraste, la musique qui ne soutient pas l'image mais va contre l'image, parfois, ça c'est Guillaume Niclou, quelque chose que vous pratiquez très souvent. Pas forcément contre l'image, mais d'une façon parfois dissonante, comme quelque chose d'atonal, comme quelque chose qui peut gratter et frotter dans le sens un peu inversé de ce qu'on développe, non pas pour l'annihiler ou le contrarier, mais pour lui donner une dimension supplémentaire, et surtout une dimension qui n'est pas forcément celle que j'ai recherchée à la base. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que l'univers vraiment d'Irène et de Ciseaux puisse pervertir, vampiriser et m'aide à faire évoluer le film dans une direction que je ne soupçonnais pas en fait. C'est une façon de conserver une espèce de lien et de tissu organique qui fait que le projet ne meurt pas en fait. C'est de le laisser vivre jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour du mixage. C'est de conserver une espèce de force vive et qui continue d'être irriguée par quelque chose qui n'est pas forcément rationalisé, mais qui agit d'une façon très empirique, comme si les éléments évoluaient par touche impressionniste et qu'on ne pouvait discerner que le projet global à la toute fin. Moi, j'aime cette idée d'être un peu bluffé et qu'on s'empare de la chose sans me demander l'autorisation sur tout. Voilà, j'aime cette idée d'être guidé sans connaître les résolutions. Voilà, c'est ça qui m'intrigue beaucoup. C'est lorsque la correspondance entre les deux univers se construit sans raison rationnelle. Ça pourrait s'apparenter à quelque chose qui est de la peinture abstraite ou de l'écriture automatique. C'est une dimension qui n'appartient pas à un objet réfléchi, mais plutôt à un objet ressenti. Et ce qui est très très fort, très puissant dans ce travail musical, c'est qu'elle est donc là d'emblée et elle ne nous quitte plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment toujours dans cette dynamique, dans ce tempo, dans cette ambiance. Donc d'emblée, elle vient contrarier ou même creuser. Alors c'est pas contre l'image en effet, c'est peut-être presque gratter la surface pour aller en révéler une part sombre. Et elle est donc immersive, on est vraiment voilà, sans interruption. Est-ce que finalement ces 2 heures de musique ont été composées telles quelles d'emblée ou alors il y a eu beaucoup plus comme des rushs et vous avez choisi ce que vous vouliez dedans? Non, ça a été assez instinctif, assez immédiat en fait. On a vraiment composé en suivant le scénario. On a démarré, à part ce morceau clé du club, quand on suit une musique, après tout s'enchaîne et tout s'imbrique et après ça se distend et on raccorde, on recolle tout. Mais il y a aussi un gros travail de montage entre Guillaume et son monteur. Qui nous ont fait la surprise parfois de reprendre des petits éléments qu'on imaginait pour d'autres scènes et de les mettre sur d'autres scènes. Notamment, il y a cette scène au commissariat où l'actrice Pomme ne se fait pas comprendre et elle répète en boucle ce qui lui est arrivé et ils ont réussi à mettre en boucle aussi une petite bribe de musique comme ça et je trouve que c'est un de mes moments préférés du film et j'ai trouvé que ce travail de montage c'était une grande surprise et c'était vraiment brillant. Oui, parce que la question du montage en général c'est vraiment mesurer les points d'entrée, les points de sortie, les disparitions de la musique. Là avec cette omniprésence, voilà, quel a été l'enjeu du montage, cet enjeu de fondu, de passer d'un morceau à l'autre, peut-être sans qu'on le perçoive? Ça s'est construit petit à petit. Autant Irène a composé la musique au fur et à mesure du montage, et autant le film s'est construit de cette façon-là aussi, d'une façon très progressive, où finalement, par morceau,
par bloc, instinctivement, il manquait des éléments sonores, musicaux pour relier le tout. Curieusement, je me suis retrouvé en manque à chaque fois que la musique disparaissait parce qu'elle créait un environnement mental qui participait à cet effet hypnotique de thriller dans lequel le personnage nous guide dans l'histoire. C'est rarement l'inverse me concernant. C'est jamais des histoires totalement cerclées qui sont souvent les personnages qui dictent les événements. C'est par le personnage que je progresse dans l'histoire. Et la musique a été aussi ce médium. C'est-à-dire c'est par la musique que je progresse aussi dans l'histoire. Et quand elle s'arrêtait, je me retrouvais en manque. C'est vrai qu'il est question dans ce film d'une perte, d'une disparition et d'une quête. Vous ne cherchez pas musicalement à clarifier cette disparition, à expliquer les choses. Il y a une sorte d'opacité dans laquelle on peut s'engouffrer pour imaginer des choses. Il y a une omniprésence musicale, mais en fait, elle n'explique pas, elle reste opaque. Oui, non, la musique n'est pas là pour expliquer la résolution du thriller non, bien au contraire même, je pense. On obéit par principe dans une forme et dans une règle scénaristique à délivrer un début, un milieu et une fin à l'histoire pour que le spectateur ne soit pas frustré dans cette volonté de se plonger dans un film de genre. Mais en aucun cas, la musique ne livre une résolution. La musique, elle nous aide à être impliqués d'une façon encore plus radicale dans le film et d'éprouver le maximum d'émotions lorsque le protagoniste est plongé dans des traumas qui est ceux dans lesquels on veut plonger le spectateur. C'est le principe même d'aspiration et d'empathie absolue qu'on souhaite. Et la musique, l'environnement musical, puisque parfois il n'appartient pas, je dirais, à un morceau émergent, mais il est là pour conditionner un état, une dimension oppressante. Là, c'est vraiment un tout qui s'articule autour d'une partition globale, et je pense qu'on peut tout à fait écouter les 1h53 de musique d'une traite, si on le souhaite. On verra qu'ils appartiennent au même monde et qu'ils ne sont pas là simplement pour illustrer des moments de stress ou de panique ou de crescendo et de péripéties. Ils sont là parce qu'ils permettent à être presque à l'intérieur du cerveau de l'héroïne. Non seulement on a ce côté frénétique de l'énergie du club, et en même temps, on a le sentiment. C'est-à-dire que l'électronique se révèle non pas que froid, mais aussi chaud du sentiment. On ressent la mélancolie, on ressent l'angoisse, on ressent la solitude du personnage. Ah oui, complètement. Il y a énormément de mélodies, et aussi le fait qu'on ait travaillé avec les machines de ciseaux qui sont des machines analogiques, où il a enregistré des choses justement de manière live que je ne pouvais pas retravailler derrière puisque c'était d'un jet. Donc ça lui a permis, je lui disais juste, c'est une scène qui doit durer 4-5 minutes, donc vas-y, envoie-nous 4-5 minutes de morceaux, laisse-toi aller, quoi. Donc je pense qu'il y a de ça. Effectivement, on n'est pas que sur de la musique électronique pure et dure, il y a beaucoup de mélodies, et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, cette flûte qui revient et qui parfois est jouée de manière électronique, et parfois aussi je la joue à la flûte à bec. Donc j'ai utilisé quand même des instruments, j'ai utilisé une sitar, j'ai utilisé une flûte à bec. Non, on n'est pas que sur une partition 100% d'instruments branchés, câblés. Il y a aussi des voix d'ailleurs.
Et il y a aussi l'idée de la perte de repères. C'est-à-dire que, certes, on est dans un territoire où les gens parlent espagnol, voilà, on devine tout ça, mais la musique, donc, rappelle aussi quelque chose de la jungle, quelque chose un peu tropical, avec des percussions un peu et la flûte. Cette idée d'être dans l'exotisme non défini. On voit bien que les protagonistes ont du mal à communiquer, d'ailleurs, entre eux, dans une multiplicité des langues, avec une géographie très très étonnante, qui est celle de Grande Canarie, puisqu'on peut côtoyer le tourisme absolu, frénétique, à la désertification, à la montagne, à des moments très très plongés dans une végétation très dense, et puis une forme volcanique, le vent très présent, la mer, et des langues, une multiplicité de langues, et là en l'occurrence dans ce film, des langues qui ne se comprennent pas, qui ont du mal à communiquer. Mais la musique fait le lien entre tout cela. Il y a le magnifique Benoît Magimel qui m'a fait un petit pont comme ça vers Pacifiction, qui était aussi un film ample sur un paysage exotique et comme ça aussi le rapport de pouvoir avec un personnage qui incarne une autorité. En termes de référence, évidemment, je ne peux pas ne pas citer Sirat, qui était le film l'année dernière qui a fait beaucoup parler de lui sur une musique techno avec des rave parties, même si le film évidemment n'a rien à voir et s'en éloigne. J'ai vu le film, j'aime ce que fait le compositeur, mais j'ai pas eu le film en référence, alors que vous avez raison, c'est deux films dans lesquels l'univers techno est prédominant, mais s'illustre à sa manière aussi de façon très intéressante. Sur Sirat, effectivement, là pour le coup, on parle d'un milieu très particulier, le monde de la rave et tout, donc il y a vraiment un parti pris musical très fort. Je trouve que sur Mi-Amor, c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus diversifié, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a effectivement cette présence de la techno, mais qui se dilate parfois. J'ai pas forcément d'autres références de films avec la musique. Si, le film Disco Boy, peut-être, avec la musique faite par Vitalik. Mais oui, pour Mi-Amor, moi, je le vois pas forcément comme une partition que techno. Pour moi, c'est quelque chose, justement, parfois de très éthéré. Moi, je vois quelque chose de très lumineux, très ensoleillé et en même temps hyper dark. Je vois un truc sur le fil, quoi. Enfin, et tout a été composé pour le film. Même, il y a un moment où elle est avec sa maman dans la cuisine et il fallait une musique un petit peu d'une origine qu'on ne savait pas, parce qu'on ne sait pas finalement quelles sont les origines de Pomme, qui dans ce film est adoptée. Enfin bref, et voilà, il y a même ça aussi que j'ai inventé avec un chant venu de nulle part. Donc, Et la guitare électrique, c'est aussi de vous ou pas? Non, j'imagine que oui aussi. Alors, la guitare électrique, c'est un comédien qui a trouvé Guillaume, quand tu as fait ton casting sauvage, le mec. Mais sinon, la musique derrière, Guillaume voulait quelque chose de disco. Donc là, c'est le seul moment où Guillaume avait vraiment une intention très, très précise. Là, sur le coup, tu m'as dit, je veux de la musique disco, coucher de soleil, elles s'amusent, elles sont dans un bar. Alors là, il a fallu que je trouve des choses un peu moins... Moi, j'aime bien quand ça grince, en fait. Et donc là, il a fallu que ce soit plus solaire. Il était bien, ton guitariste. Oui, mais il a respecté vos accords, d'ailleurs. Ouais, c'est-à-dire qu'elle a envoyé les accords, il a appliqué les accords. Oui, donc, le morceau est quand même un morceau d'Irène. L'interprétation, après, est libre. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle se soit emparée de la musique. Ils se sont emparés de la musique du début à la fin. Même ce qu'on appelle la musique interne, qui sort d'un autoradio, qui est passée dans le cadre d'une voiture ou qu'on entend dans un restaurant. Voilà, je voulais qu'ils aient la mainmise et l'entièreté musicale, en fait.
C'est intéressant, c'est comme si tout est vécu par le prisme de la psyché du personnage. Du coup, elle interprète tout ce qu'elle reçoit. Et d'ailleurs, c'est ce moment de guitare électrique qui se fond dans la texture. Donc en fait, c'est cohérent. Quel a été le travail avec les sons ? Parce que d'avoir une musique omniprésente comme ça, j'imagine qu'il doit y avoir un ajustement avec les sons. Il y a une musique parfois dans le registre du grondement, des ambiances de jungle. Et puis, il y a tout ce qui est donc les sons du film. Il y a eu un travail étroit avec l'ingénieur du son. Oui, alors c'est évidemment un maillage très particulier où il faut suffisamment d'espace à l'intérieur de la musique pour que les éléments sonores puissent aussi coexister. Donc c'est un travail assez pointu qui est effectué par mon monteur sonore qui suit les étapes progressives jusqu'au mixage de façon à intégrer et que tout le monde puisse cohabiter. Quand je dis tout le monde, c'est toutes les sources sonores, sans qu'aucune ne soit au détriment d'une autre. Donc c'est un travail de longue haleine, mais c'est passionnant en même temps. Parce que parfois, on ne sait plus à quel son se vouer. On ne sait plus si telle ambiance fait partie de la musique, ou si la musique, à quel point vient corrompre une nappe sonore, les drones se mélangent. Ça, c'est assez fascinant. C'est quand les textures, finalement, trouvent la même famille musicale. Est-ce qu'Irène, dans votre travail, vous travaillez avec la dimension sonore de la musique, j'imagine aussi, et auprès des machines, des ordinateurs, des claviers peut-être, pour vous imaginer au travail, et surtout que votre musique paraît pas déjà entendue, dans la mesure où parfois dans la musique synthétique, on entend des samples déjà entendus dans d'autres partitions. Là, vous créez vos propres samples en fait. La flûte, vous l'avez vous-même réintégrée. Enfin, comment est ce travail à la fois du son de votre musique et le rapport au son et le rapport justement à une création d'échantillons? Ouais, je trouve que c'est important de mélanger les deux. C'est là où justement on obtient des choses un peu magiques et où on ressent quelque chose un peu d'organique. Je me suis amusée aussi avec les voix, des choses que je fais rarement, mais à un moment quand elle va s'acheter un nouveau téléphone dans ce petit shop, j'ai fait des grosses voix comme ça. Et j'ai même dit d'ailleurs à un moment Guillaume Niclou, j'ai chanté, mais bon, ça c'est des trucs qu'il faut retrouver. Il y a ton nom dans la chanson. Guillaume Niclou. Et je pense que si on réalise quelque chose de purement électronique, alors on peut avoir un rendu un peu froid, moi je voulais quelque chose qui vibre et quelque chose de chaud, et j'adore quand c'est atypique. Ouais, et puis pareil, les boucles sont pas vraiment des boucles, ça bouge un peu dans tous les sens, et puis il y a des liens entre de morceaux en morceaux, comme Guillaume voulait que tout s'enchaîne. Après on a réussi à faire en sorte que les mélodies s'imbriquent bien, mais c'est vrai que son moteur sonore aussi, il a fait un gros travail. Aujourd'hui, on renonce beaucoup aux mélodies. Et là, dans ce film,
alors que tout pourrait se dispenser de mélodie dans une dimension sonore, une dimension électronique, et en fait il y a quand même une persistance de motifs de l'ordre de la boucle, mais de motifs malgré tout. Guillaume, quel est votre regard là-dessus sur l'idée de motifs qui justement vont rester en tête, hein, l'idée que ça reste comme ça au-delà du film, cette idée même que la musique, parfois il y a la peur des cinéastes, hein, que la musique supplante le film, alors là la question ne se pose pas. Je l'envisage toujours, même dans des formes les plus radicales, comme un vecteur d'émotion. Donc je suis totalement, en fait, je suis un réceptacle, tout ce qui me touche m'intéresse. J'ai pas tendance à me protéger, au contraire, et j'essaie de désapprendre le plus possible. Donc j'essaie d'être dans un état le plus vierge possible, et évidemment je suis touché par les mélodies, je suis touché par la simplicité et surtout par l'efficacité dans la rareté des notes. C'est ce que je trouve le plus dur à exercer, c'est d'être touché et transcendé avec un minimum de notes. Je crois que c'est l'exercice le plus difficile. Alors on peut parler d'autres compositeurs, mais je trouve que Irène excelle dans ce domaine-là. Mais je pense à l'introduction d'Interstellar, qui est un exemple très arvopartien d'une certaine façon, d'aller dans le très beau avec le minimum de notes. La puissance de votre cinéma, c'est que c'est un cinéma qui n'est non balisé, un cinéma sur le fil, qui justement prend l'audace de se perdre. À quel moment vous vous dites « j'ai réussi mon film » ? Parce que vous pouvez parfois tomber, la peur de ne pas pouvoir se raccrocher à une convention, à une narration, une trame conventionnelle. Et donc, à quel moment vous dites, c'est bon, mon film, il a une forme que j'accepte, qui est la bonne. Est-ce que c'est la musique qui permet de la trouver, cette forme-là ? Alors, je ne devrais pas le dire. J'ai jamais l'impression d'avoir réussi un film, d'abord. J'essaie de le rater le moins possible. Enfin, je suis un insatisfait et je suis incapable de revoir mes films. Donc, j'en parle comme un objet extérieur sur lequel je n'ai pas de prise et sur lequel, en dehors de la réalité dans laquelle j'étais au moment de le fabriquer, une fois qu'il est fini, il ne m'appartient plus et je n'arrive pas à avoir un regard pertinent et encore moins objectif sur... c'est totalement impossible. Donc je suis totalement immergé dans l'apport musical et j'essaie d'en tirer le maximum et d'optimiser mon film au maximum avec cet outil qui n'est pas indispensable. Encore une fois, je sais que Valley of Love, j'ai utilisé 3 fois La question sans réponse de Charles Ives, et c'est tout, il n'y a pas d'autre musique. Donc l'élément musical n'est pas indispensable, il y a des très beaux films sans musique, les films d'Haneke vivent très bien sans une partition. Lorsque je l'utilise, c'est parce que j'ai le sentiment d'être le plus juste possible avec le désir vers lequel je vais. Voilà, j'essaie de ne pas présupposer, d'être sur le fil en effet, comme vous le dites, en tout cas de prendre des risques souvent inconsidérés. Voilà, j'aime pas le risque considéré. Si j'ai pas la garantie de trébucher, ça m'intéresse beaucoup moins. Et votre cinéma prouve qu'aujourd'hui, alors il n'y a pas de règle absolue, mais qu'il y a toute une histoire évidemment de la musique de film avec des compositeurs caméléons où on allait les chercher pour leur réflexion sur le film et on ne savait pas ce qu'allait donner le style de la musique. Et votre cinéma prouve qu'aujourd'hui, le meilleur de la musique de film se situe en partie dans des compositeurs, compositrices identifiés et qu'on va chercher pour leur style. Et c'est ce qui se vérifie aujourd'hui beaucoup au cinéma. En effet, c'est avoir travaillé avec Michael Nyman ou Max Richter ou Chassol ou Tim Aker, ce sont évidemment des auteurs très référencés, chacun dans leur style. Mais que ce soit Shannon Wright aussi ou Julia Kent, d'une autre façon, et Irène aussi. Donc je vais d'abord leur proposer un travail commun parce que leur musique m'intéresse. Je suis toujours attiré par le compositeur parce que j'aime sa musique. Et il y a souvent des compositeurs qui sont à la base de l'écriture également. C'est arrivé avec Philip Glass, malheureusement on n'a pas pu faire le film, mais Philip Glass m'a accompagné jusqu'au moment où finalement, pour des raisons budgétaires, on n'a pas pu travailler ensemble. Mais il y a des compositeurs qui, Max Richter en a fait partie aussi parce que dans La Religieuse, il a composé les morceaux qui sont chantés en live. Donc, du coup, il
il y a un accompagnement progressif sur le long terme, de la même façon qu'Irène sur celui-ci. Et Irène, comment vous concevez, vous, votre travail de compositrice de musique de film? C'est-à-dire que parfois on imagine qu'une musique va transfigurer un film, va changer notre vision du film. Mais avec votre musique, il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'entre À plein temps et ce film-là, vous faites votre travail, mais on a l'impression que le nouveau récit, le nouveau personnage, le nouvel univers cinématographique va donner une autre impression à votre musique. Ouais, c'est des allers-retours, effectivement. Effectivement, quand on a à l'image quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, il y a eu des passages musicaux où je m'étais calée sur le scénario, où moi j'imaginais qu'elle était en train de courir et qui en fait ont été placés sur d'autres moments et qui marchaient tout aussi bien, et c'était même encore plus fort. Donc tout déteint, tout va colorer l'un et l'autre. La musique colore le film et le film colore la musique aussi, c'est sûr. Mais moi, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait justement ces allers-retours et ces surprises de la part du montage. Ça, c'est votre travail avec les collaborateurs, quoi. Vous les considérez vraiment pas comme des artisans, mais comme des artistes qui font un art que vous respectez. J'imagine que c'est la même chose aussi pour la photo, avec le chef opérateur. Oui, j'ai la chance d'avoir ce que j'appelle une dream team, quoi, des collaborateurs qui m'accompagnent et collaboratrices depuis des années, parfois plus de 25 ans. Donc, il y a une complicité qui se tisse au-delà des conflits d'ego, qui est vraiment un élément participatif qui, moi, est très, très important, parce qu'on creuse un sillon, on ne sait pas forcément où on va, mais le principal, c'est d'y aller ensemble. Et pour moi, être accompagné, c'est quelque chose de primordial. Je peux pas, c'est quand même l'art des contraintes. Même si c'est un film vous êtes continuellement aidé, supplanté, accompagné par des formes artistiques qui ne sont pas les vôtres, et qui vous aide à accomplir ce que vous faites. Après, le jugement de valeur, c'est autre chose. Mais c'est le moment de la fabrication qui est le plus passionnant. Une fois que le film est fait, c'est fini, ça ne vous appartient plus, on passe à autre chose. C'est ce moment-là où j'essaie d'être dans une forme de justesse, qui est ce qui est le plus difficile à obtenir. J'ai mis des années à essayer de m'en approcher, donc et j'en suis pas encore totalement satisfait. Mais en tout cas, je pense être au plus près de ce que je recherche. Même dans la forme la plus imparfaite. Mais c'est pas la perfection qui est à rechercher, c'est l'émotion et la justesse au moment où on fabrique. Et pour ça, j'ai besoin d'autres personnes. Parce que sans ces personnes-là, j'en ai pas envie.